la différence. Donc la réponse elle est déjà au niveau du titre. Donc on va découvrir tout ça pour ne pas tarder beaucoup là-dessus. Je vais entamer tout ça par la suite. Alors rapidement, aujourd'hui, la protection des données personnelles, la protection de la vie privée, la protection de la vie privée numérique, ce n'est plus un luxe, parce que ça a été considéré comme ça à un certain moment. Et ce n'est plus aussi une valeur importée de l'Union européenne, de l'Europe. Je vais expliquer par la suite pourquoi. Mais c'est une nécessité pour le Maroc. Pourquoi? Pour faire face à un certain nombre de défis et d'enjeux, notamment l'état de droit, donc le droit fondamental ou les droits fondamentaux aujourd'hui de l'homme, c'est la protection de données personnelles et constitue un pilier pour la démocratie. Elle est nécessaire pour garantir pas mal de droits. Je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails, mais juste en parlant de la liberté d'expression, droit à la santé. C'est un levier aussi pour le développement économique, parce que l'économie numérique aujourd'hui, il se base, un des piliers fondamentaux, c'est la confiance numérique. Et la confiance numérique, aujourd'hui, c'est la clé, c'est un facteur clé en ce qui concerne l'économie numérique. Pourquoi? C'est pour confirmer tout d'abord cette confiance numérique et pour aussi préserver, on va dire, l'intérêt du citoyen afin qu'il ne soit pas assimilé, comme on voit dernièrement, à des sacs de données. Parce que le citoyen aujourd'hui, on ne voit que la valeur ajoutée qu'il apporte, c'est qu'il a des données qu'on peut exploiter surtout en matière ou dans le domaine du commerce électronique ou commerce ou la consommation de manière générale. La mondialisation, c'est un défi aussi parce qu'aujourd'hui, la protection de données personnelles et de la vie privée, c'est un prérequis à la signature de pas mal d'accords à l'échelle internationale, que ce soit dans le cadre de blanchissement d'argent, échange d'informations. La coopération internationale se base beaucoup aujourd'hui sur la protection de données personnelles, l'échange des données entre les pays, elle est basée essentiellement aujourd'hui en matière de sécurité et de confidentialité et de protection des données personnelles échangées. Mais surtout, aujourd'hui, en parlant de la vie privée numérique, la souveraineté numérique s'impose aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de passer, malheureusement, ça se passe vite. Quelque part, on est en retard au niveau du Maroc. En fait, pas le Maroc seulement, mais pas mal de pays, on est en retard. Ça avance très vite. On a passé rapidement de la donnée à caractère personnel à l'identité numérique aujourd'hui. Chaque personne elle a une identité quelque part, elle est caractérisée par pas mal de caractéristiques que je vais parler par la suite. On est en train de passer de la gestion de la donnée à des algorithmes. On parle de big data, les algorithmes derrière, l'intelligence artificielle, pas mal de choses qui rend un petit peu les choses encore plus compliquées et ça peut atteindre la vie privée des personnes, mais surtout aujourd'hui, et j'ai parlé tout à l'heure ce n'est pas une valeur importée, c'est une valeur qui existe dans nos coutumes, dans notre religion. Quand on parle de la dimension éthique, je vous donne un exemple concernant les coutumes. Aujourd'hui, si on prend par exemple les maisons, la manière avec laquelle les anciennes maisons ont été construites, il y a la porte et quand ça s'ouvre, il y a ou bien le mur ou bien un couloir. On protège la vie privée de la famille. Alors qu'aujourd'hui, à la mode, c'est en ouvrant la porte, il faut voir et la cuisine à l'américaine, et le salon, et tout ce que vous voulez, parce qu'on veut bien que les gens voient un petit peu ce qu'on a comme bien et tout ça. Mais avant, c'était dans nos coutumes. Et j'en profite pour vous montrer aussi comment la religion aussi, on trouve des valeurs. Et là, je suis obligé de parler en arabe. Pourquoi? Parce que la beauté du texte et le sens, je risque de le perdre si je traduis. Je peux le traduire en français, mais il y a une beauté, je m'excuse pour les étrangers. Donc je vais lire rapidement une petite histoire du khalifa Omar ibn al-Khattab. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc rapidement en arabe. أخرج الخرائط في مكارم الأخلاق. حدثنا أحمد بن منصور رمادي حدثنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
كان يعس بالمدينة بالليل من الليل فسمع صوت رجل ببيت يتغنى il chante فتصور عليه تجسس عليه لا يسبيوني فوجد عنده امرأة وعنده خمرا فقال كتعرفوا عمر بن الخطاب كان يعني يتفاعل بواحد يعني واحد الحده وعنده واحد العصبيه للدين فقال يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته فقال وأنت يا أمير المؤمنين عصيت الله في ثلاث قال تعالى ولا تجسسوا voilà le premier principe faut pas espionner alors que عمر بن الخطاب تجسس عبر النافذة على هذاك الشخص اللي لداخل وقد تجسست وقال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقد تصورت علي ودخلت علي من ظهر البيت بغير إذن وقال الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فقد دخلت بغير سلام فقال عمر رضي الله عنه فهل عندك من خير إن عفوت عنك قال نعم والله يا أمير المؤمنين لئن عفوت عني لا أعود لمثلها أبدا قال فعفى عنه وخرج وتركه. Vous voyez un petit peu les principes, il existe même dans notre religion. Je ne vais pas tarder beaucoup là-dessus, mais juste pour vous montrer que ce n'est pas une valeur importée, ça existe, il faut juste les faire revivre peut-être. Maintenant, il y a le premier article de la loi 0908, il parle de l'informatique doit être au service du citoyen. Alors que la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'éthique sont-elles au service du citoyen? François Charlet, qui est un juriste lausannois qui est spécialiste dans les nouvelles technologies, bien sûr, il a dit un jour, bien sûr que vous avez des choses à cacher en ligne, mais ce n'est pas si facile. Google, on sait par exemple plus sur ce que je fais de mes journées que ma propre mère. Et là, je tiens toujours à vous rappeler peut-être un au fait, l'adage qui est très connu, et vous avez eu toute la journée pas mal de concepts qui ont été expliqués par nos experts. Sachez que si un service est gratuit, le produit forcément et sans doute, c'est vous-même. Il n'y a rien de gratuit au niveau d'Internet, ni sur les réseaux sociaux, ni sur les blogs, ni tout ça. Mais le principe de base, c'est la primauté de la protection des données sur le développement d'éthique. Et ça, c'est un principe qu'il faut qu'on trouve comment le refaire vivre encore une fois. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les chiffres, ça a été déjà dit, qu'est-ce qui se passe en 60 secondes, 98 000 Twitter, je ne sais pas combien de millions de mails envoyés et tout ça, mais c'est juste pour vous montrer que ça devient très sérieux. Aujourd'hui, les données personnelles, c'est le pétrole de l'ère numérique. Elle a une valeur de l'or. En parlant du commerce électronique, bien sûr, là on n'est pas en train de dire que, parce qu'il y a trois modèles, si je peux expliquer ça en quelque sorte. Il y a le modèle opportunité d'affaires. Les données personnelles aujourd'hui, ça constitue une opportunité, un investissement. Il y a de l'argent derrière. L'exemple au niveau des États-Unis, donc c'est le bon exemple dans ce sens. On s'intéresse beaucoup à ce qu'on peut gagner et bien sûr, on ne va pas laisser passer l'opportunité sans gagner derrière. Il y a le modèle européen qui est un petit peu sévère par rapport à la protection de la vie privée et données personnelles. Et c'est là où on retrouve le nouveau règlement avec tous les détails. Donc, je peux en parler par la suite si vous voulez. Mais là, la protection de données personnelles, il représente ce que représente la religion dans la vie de l'homme, avec grand H. Les données personnelles, aujourd'hui, la protection de données personnelles, c'est la seule chose qui essaie de freiner cette gourmandise, on va dire, des données personnelles, des paradigmes, de concepts qui changent tous les jours. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser nos données personnelles et les exploiter comme il le faut. Je ne vais pas tarder beaucoup, donc j'ai préparé juste quelques images pour vous montrer un petit peu les nouveaux risques liés à la vie privée numérique, parce que ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est juste la partie émergente
de l'iceberg. Donc c'est tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, machin, mais il y a des choses encore plus cachées, plus profondes et plus, on va dire, dark, au niveau d'Internet. Mais vous voyez qu'autour, par exemple, d'un profit, tout ce que vous êtes en train de faire, il est exploitable et il est égal à de l'argent, tout simplement. Votre opinion, la réputation, ce que vous dites, vos connaissances, les hobbies, les coordonnées, ce que vous avez comme certificat, ce que vous publiez, votre photo elle-même. Parce qu'à travers la photo, on peut toujours analyser aujourd'hui et dire peut-être que je vais lui proposer tel produit et pas tel produit de beauté, je ne sais pas, pour les femmes. Il y a toujours des choses à faire, rien qu'à travers les données personnelles, votre profession, ce que vous achetez d'habitude, tout ça est exploitable. Et bon, un petit schéma qui indique un petit peu quelles sont les données les plus partagées au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est les dates d'anniversaire, l'école, les liens familiaux, le lieu de résidence, les émissions favorites. Donc un certain nombre d'informations qui sont exploitables en quelque sorte. Prenons par exemple quelques cas particuliers. Si on parle de Twitter aujourd'hui, 126 000 rumeurs diffusées sur Twitter. Donc il y a beaucoup de bruit. Donc Twitter, il a commencé en 2007 sous forme d'un petit oiseau. Là, il est devenu un petit peu, on va dire, obèse. Mais en parlant de la toile, oui, c'est une bonne description de la toile au niveau d'Internet et tout ça. Mais attention, la toile, il y a un monstre qui est en train de... elle a constitué sa propre toile et il va nous dévorer un jour, c'est sûr. Maintenant, regardez les contradictions qui sont les résultantes aujourd'hui. Le mail, il devient une communication contagieuse. Les données bancaires, qui est censée, la banque, c'est pour l'économie, l'argent et tout ça, ça devient une économie de partage. Les paradigmes commencent à changer. Les photos, qui étaient aussi à un certain moment intimité, la famille et tout ça, aujourd'hui, c'est une extimité non contrôlée. Vous voyez un petit peu la photo du Facebook, ça dit le tout. Les réseaux sociaux, c'est une fraternité d'inconnus. Imaginons un petit peu les risques qui sont derrière. Aujourd'hui, on peut tracer le tout. Ou bien on le trace d'une manière volontaire, même si vous connaissez un petit peu quels sont les conseils pour se protéger, vigilance et tout ça. Et pourtant, on arrive à vous tracer d'une manière volontaire, mais aussi on arrive à vous tracer d'une manière involontaire. En commençant de votre téléphone portable, la localisation, on connaît très très bien où est-ce que vous allez, vous passez à côté d'une boutique, je ne sais pas, de telle chose, on vous propose des offres par rapport à la proximité en quelque sorte. On utilise ou on peut vous tracer aussi tout ce que vous faites quand vous utilisez votre carte pour le payage ou votre téléphone mobile. On vous trace aussi au niveau du transport. Bon, ça, ce n'est pas à notre niveau, mais au niveau de l'Europe peut-être, et aussi à notre niveau, pourquoi pas, ça commence à venir. Les autoroutes, le péage avec les cartes et tout ça. L'entreprise elle-même, le contrôle d'accès, vous êtes accédé, vous êtes sorti, on connaît à quelle heure tu étais à l'entreprise, à quelle heure vous avez quitté. Au niveau d'Internet, quand vous effectuez des achats sur les supermarchés, sur les sites web, sur l'avion, même au niveau du médecin, toutes ces informations, ils peuvent être utilisées par la suite. Moi, ça me fait mal parce que le consommateur, j'ai écouté toute la journée tout ce qui a été dit par rapport à la loi et tout ça. Le consommateur, il subit dans les deux sens. Premièrement, il a acheté un produit, il a des problèmes, comment il doit faire, il n'a pas eu le bon produit, je ne sais pas la qualité et tout ça. Et en même temps, on est en train de voler ces informations, son identité numérique, et on est en train de la vendre gratuitement à l'insu de l'intéressé sans prendre le consentement ni rien du tout. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. L'impact sur la vie privée des enfants et des adolescents, là, ça devient grave. Parce que les enfants, les adolescents, on va dire le bara'a, donc l'innocence, l'enfant peut venir juste pour jouer, il se retrouve avec un contenu un petit peu bizarre ou un contenu qui peut le choquer. Aujourd'hui, quelques exemples par rapport aux jouets connectés. Le FBI qui avertit en 2017 sur les dangers potentiels des jouets connectés. Ça se passe aussi en 2017 au niveau de la CNIL
la poupée My Friend Kayla et le robot IQ, il y avait une petite faille de sécurité qui permet de se connecter aux jouets connectés en utilisant Bluetooth et pouvoir écouter tout ce qui se passe au niveau de la maison et la voler par la suite. En tout cas, la vie privée des enfants a été menacée. Les jeux de challenge, en parlant juste, il y a le défi de la baleine bleue, le jeu qui a poussé à 2 suicides au niveau du Maroc. L'impact sur la vie privée a été montré dernièrement en ce qui concerne les chiffres de la NRT. Je ne vais pas tarder beaucoup là-dessus, mais sachez qu'aujourd'hui, tout le monde se dirige vers la protection de la vie privée numérique, vers la protection des données personnelles, parce que c'est le seul moyen pour contrôler un petit peu ce qui se passe au niveau des technologies. Rapidement, là je ne vais pas prendre pas plus de 2 minutes, c'est juste pour parler un petit peu de la CNDP. Donc le cadre législatif aujourd'hui au Maroc, elle est conforme aux standards internationaux. C'est un droit constitutionnel, une norme constitutionnelle. Article 24, toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Le Maroc déjà essaie d'être membre au niveau de la Convention 108 européenne et son protocole additionnel. Il y a une loi avec les principes qui sont les principes les plus utilisés au niveau, à l'échelle internationale, la loyauté, le respect de finalité, la proportionnalité, la durée de conservation, la qualité, la notification, la sécurité et le consentement en particulier. Et ça qui apporte un plus par rapport à d'autres législations en vigueur, de la jurisprudence, 26 dossiers transmis au procureur du roi, 4 jugements en ce qui concerne les données personnelles, un encadrement en particulier par rapport à la vente en ligne et la gestion des clients et fournisseurs. Et là, j'ajoute par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, comment savoir un site, est-ce qu'on peut aller pour effectuer, par exemple, de la vente en ligne. J'ajouterai aussi qu'il faut qu'au niveau du site, qu'il y a un numéro d'autorisation de la CNDP, parce que la CNDP aujourd'hui, elle a cadré la vente en ligne, ce qui veut dire que l'utilisation de la carte, par exemple, bancaire, il y a certaines conditions à respecter. On ne doit pas conserver le code ni la date d'expiration, juste le temps nécessaire pour effectuer la transaction. Par la suite, il faut les détruire. Les données métriques ne doivent pas dépasser 6 mois. 6 mois, c'est largement suffisant. En fait, il y a beaucoup de règles. L'essentiel, il y a une commission nationale qui essaie d'appliquer effectivement toutes ces règles et cadrer les données. Un petit schéma pour comprendre la CNDP, c'est quoi? La CNDP, il peut recevoir des avis et donner des avis par rapport au projet de loi via le gouvernement ou le Parlement. Il y a un petit triangle, le responsable de traitement, c'est-à-dire les entreprises et l'administration, elle a des obligations. La personne concernée, c'est le citoyen, elle a des droits. La CNDP, elle contrôle ses obligations et le respect de ses droits. Et entre le responsable de traitement et la personne concernée, il y a de la collecte et du traitement des données et la possibilité de les transférer à l'étranger. Le responsable de traitement doit déclarer et notifier à la CNDP tout traitement, et la personne concernée, pour que ses droits soient respectés, il peut déposer une plainte au niveau de la CNDP. Juste quelques chiffres, je ne vais pas tarder beaucoup là-dessus. Donc vous aurez par la suite la présentation. Donc jusqu'à aujourd'hui, 2155 plaintes qu'on a reçues, 26 cas, comme j'ai dit déjà. En combien de temps, c'est Rachid? 2155 plaintes sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans? Ça, c'est depuis 2012. Ah, depuis 2012. Parce qu'en 2012, on a reçu une seule plainte. D'accord. La CNDP, en fait, la loi, elle a été promulguée en 2009, mais la CNDP, la commission, elle a été nommée en 2010, mais elle n'a pas commencé à travailler réellement, et on va dire l'administration n'a pas été mise en place qu'en 2011, donc c'est là qu'on a commencé à travailler. Une plainte 2009, vous voyez déjà, une plainte 2011 par 7 2012, 43 162, donc quelque part cette culture commence à se développer au niveau du citoyen. Et n'oubliez pas que... Le pic est en 2016. 2016, vous avez le pic et puis après, vous avez une baisse de réclamation. En fait, pas une baisse, mais ça se stabilise. D'accord.
Donc à peu près 500 et quelques plaintes, ce n'est pas suffisant en termes de chiffres, mais il faut savoir une chose, quand la CNDP règle au fait, une infraction liée à une plainte, on n'est pas en train de régler le problème par rapport au plaignant tout seul, parce que derrière, vous retrouvez toute une base de données, tout un traitement. Donc, une plainte peut résoudre peut-être la problématique de plusieurs citoyens, au fait, des milliers de citoyens à la fois. Ça suppose que moi, consommateur lambda, je peux déposer auprès du ministère, auprès du CNDP et auprès de l'association. Alors, tout à l'heure, Boujmaïl il l'a dit, oui. Il y a certaines plaintes qui sont transférées à la CNDP parce que... Du style parce que ça concerne les droits de protection de la vie privée, ou bien des données qui ont été utilisées hors la finalité, ou la personne il se retrouve avec l'un de ses coordonnées qui a été diffusé, divulgué et utilisé pour recevoir des SMS indésirables. Donc il y a certains plaintes qui sont transférées directement à la chez CNDP. Et bien sûr, vous pouvez déposer directement à la CNDP si jamais vos données ou vos droits ne sont pas respectés. Juste une petite parenthèse, parce qu'en rentrant aujourd'hui, ce matin à l'hôtel pour assister à la conférence, déjà à l'entrée, il y a un pictogramme concernant la vidéosurveillance, mais il ne respecte pas les principes de loi, parce qu'il faut définir la finalité. Bon, il informe sur l'existence de la vidéosurveillance, mais il n'informe pas sur la finalité, sur la personne qui contacter pour exercer ses droits. Donc il y a pas mal de choses qui manquent. Aussi, bon, je suis en train juste de... Aussi, quand on est en train de faire l'enregistrement à l'entrée de ce séminaire, il faut informer les gens comme quoi leurs données seront utilisées pour telle finalité ou autre. Je dirais même plus les photos qui sont prises. Il faut qu'on arrive à ce qu'on applique. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la loi qui n'est pas applicable. Ben, ça commence par nous. Aujourd'hui, vous avez pris des photos, ils seront par la suite sûrement publiés. Il fallait juste dire à tout le monde, si quelqu'un, d'ailleurs je le fais, je suis en train de le faire, donc pour vous, si quelqu'un s'oppose par rapport à la publication de ces photos pour respect à sa vie privée, il n'a qu'à contacter donc, le modérateur pour exprimer son droit d'opposition. Donc il faut... Donc c'était juste pour dire qu'il faut qu'on arrive à appliquer ces principes sur notre vie. C'est vrai. Les contrôles, nous effectuons, c'est l'avant-dernier slide, nous effectuons des contrôles, que ce soit sur place, à distance, les sites de vente en ligne et les sites qui utilisent des données personnelles. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 802 contrôles depuis 2014. Et puis voilà, pour la sensibilisation, il y a des spots, c'est vrai ce n'est pas suffisant, mais on essaie de faire avec les moyens que nous avons. Nous avons une présence sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou YouTube. Aussi des événements que nous organisons. Nous avons aussi pas mal de choses et de bandes dessinées, de brochures qui existent déjà sur notre site web. Nous organisons un prix sur la vie privée. C'est la 2e édition l'année dernière. C'est pour les youtubeurs. Ils réalisent une vidéo, ils peuvent gagner 30 000 dirhams prix public, la vidéo qui a eu plus de vues, et 30 000 dirhams aussi prix de jury pour la vidéo qui a touché en quelque sorte. Parce que le message, quand ça passe d'un adolescent vers un adolescent, ce n'est pas comme le message qui passe d'un enseignant vers un adolescent, le message passe vite. Donc c'est ça l'objectif. Je ne tarde pas beaucoup, donc il y a aussi une bibliothèque virtuelle qui existe, vous voyez le lien. Une plateforme qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui pour la protection de la vie privée numérique des enfants et des adolescents en collaboration avec le ministère de la Solidarité des Femmes, avec le ministère de l'Éducation nationale, la DGSN, pas mal d'autres administrations. Wow. Voilà, donc c'est juste là, c'est des chiffres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachid, pour tous ces enseignements. Je sais que le directeur, enfin le président du CNDP... Nous avons eu un nouveau président, oui, tout à fait. Rochni. Tout à fait. J'ai connu Sissaïd. Il voulait y assister aujourd'hui, mais malheureusement... Vous dépendez de quelle tutelle?
Pardon? Le CNDP dépend de qui? Alors, la CNDP, elle est composée, la commission, elle est composée de présidents qui est désigné par Sa Majesté directement. Oui, c'est par Daher, oui. Il y a 6 membres, 2 membres. Mais ils rendent compte à qui? Ils rendent compte à qui? La CNDP? Ils rendent CNDP? compte à personne. Parce que la CNDP a l'autonomie de décision. C'est vrai, le budget, il dépend du chef du gouvernement. Du chef de gouvernement, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas autre moyen de faire. Mais la décision, elle est prise au niveau de la commission qui est composée de 6 membres, plus le président. Et on ne rend compte à aucune instance au niveau du Maroc. Je profite de l'occasion pour dire aussi que M. Ahmad Soghrochni, il préside aussi parce que le droit d'accès à l'information, ça rentre en vigueur le 12, donc hier. Tout à fait, hier. Donc, et comment, quelle lecture vous faites? Parce que ce matin, en écoutant la radio, les gens étaient un petit peu partagés. C'était pas, oui c'est bien, mais c'est pas tout à fait bon. En fait, aujourd'hui, donner aux citoyens la possibilité d'accéder à l'information et de rendre l'information publique, ça ne peut que... Quel type d'information? En fait, il y a la loi 3113 qui est définie, donc je ne vais pas, sinon je vais encore... Non, très rapidement, très rapidement. Peut-être la prochaine fois, on peut... En fait, toute information, il y a beaucoup d'informations que d'ici une année, comme délai pour l'administration, ils doivent la rendre publique dans le cadre de l'open data, en ce qui concerne pas mal d'informations qu'il faut les rendre publiques. Mais le citoyen, il peut demander à n'importe quelle administration les informations dont elle dispose. Et s'il ne répond pas à sa demande, bon, la réponse peut être favorable comme il peut être défavorable, mais avec les raisons, il faut justifier. Si le citoyen n'est pas satisfait, il peut, à travers un délai, je ne me rappelle pas des délais parce que c'est une nouvelle loi, donc 20 jours je crois, il peut s'adresser à la personne, au responsable de l'administration. S'il n'a pas eu une satisfaction, il s'adresse à la CDAI, Commission de droit d'accès à l'information. S'il n'a pas encore de réponse et sa demande n'est pas satisfaite, il peut dans ce cas s'adresser au tribunal pour avoir son Il faut avoir du souffle, ça. Super. On va faire l'exercice et ça ne va apporter que du bien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc on est beaucoup plus maintenant pour une espèce d'ouverture à l'information. Maintenant, il faut faire attention parce que l'ouverture, là je ne vais pas, si vous me permettez juste 20 secondes, c'est parti, 20. On parle aujourd'hui de l'identifiant numérique, un identifiant unique. Il faut faire très attention parce que il faut qu'on soit, ça c'est mon avis, hein, il faut qu'on soit capable d'exploiter ce passage à l'identifiant numérique, l'identifiant numérique unique. Moi, je préfère des identifiants sectoriels et l'administration ait en quelque sorte la souveraineté sur ces codes avec la correspondance, sinon avec les GAFA et avec les algorithmes. Aujourd'hui, on risque de se retrouver avec toutes les données du Maroc qui sont exploitables et on n'a même pas les outils ni les connaissances en matière d'algorithmes pour pouvoir exploiter et tirer bénéfice de cette quantité énorme de données qu'on est en train de créer. Donc il faut chercher l'équilibre à mon avis. Je vous avertis que tout ce que vous avez dit peut être retenu contre vous. Ah oui. D'accord ? Oui. Automatiquement, vous êtes enregistré, c'est parti. Donc vous êtes averti. C'est mon avis. Voilà, séance 13. Super. Merci beaucoup, c'est Rachid Douchane, véritablement, de toutes ces informations utiles et instructives, sans aucun souci. Pour des raisons professionnelles, Nawal Houti doit rejoindre un client. Nous la remercions. Y a-t-il des questions spécifiques pour Nawal? Vous voulez laisser Rachid? On peut libérer Madame Nawal Houti parce qu'on est en famille. Merci beaucoup Nawal de ta contribution. Sous vos applaudissements, elle nous a fait l'honneur d'être avec nous pour la 2e édition du Moroccan Consumer Forum. Merci. Je sens qu'il y a 2 ou 3 questions qui vont fuser là. Youssef Adnani, parce qu'à la fin, on va faire un témoignage, si tu le permets, avec la RSE. D'accord? Oui. Si vous Oui. Bonjour, monsieur. Vous avez parlé de la Constitution de 2011 qui a donné le droit à la protection de la vie personnelle. Je parle du consommateur, bien entendu. Mais vous savez aujourd'hui mieux que moi que nous sommes envahis, que tout le monde est envahi par des messages publicitaires 24 sur 24. Nous passons de l'immobilier à la voiture.
de la chaussure à l'électronique. Et malheureusement, au moment où nous rentrons chez nous, on veut un peu de tranquillité, on ne fait qu'effacer les messages. Est-ce que la CNDP peut faire quelque chose dans ce sens? Parce que vraiment, ça, on en a ras-le-bol. Merci beaucoup. Merci, Siboujma. Très rapidement, oui, on va. Oui, allez-y. Merci pour la question. Donc, rappelons un petit peu, en fait, très rapidement le principe. Sachez que quand vous achetez, ça c'est la loi qui le dit, quand vous achetez un article de chez un fournisseur d'articles, il a le droit de vous envoyer des messages ou des offres par rapport à des produits similaires à ce que vous avez acheté. Si vous avez acheté une télévision, il ne va pas vous envoyer une offre concernant une voiture. Donc là, je demande la vigilance. Soyez vigilants quand vous remplissez des formulaires. Il faut y avoir une case à cocher pour exprimer le consentement. Si vous n'êtes pas d'accord pour recevoir les offres, vous dites clairement non. Et il ne faut pas que la case à cocher soit pré-cochée, parce que ce n'est pas un consentement éclairé. Et il vous impose de recevoir par défaut. Non, c'est l'opt-in ou l'opt-out. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. Mais la loi aussi, elle exige, je vais revenir en ce qui concerne qu'est-ce que vous pouvez faire si jamais tout ça n'est pas respecté. Donc je demande la vigilance de l'utilisateur. Faites attention avec les formulaires que vous remplissez. Si jamais il y a un cas où tout ça n'a pas été respecté, j'ajoute tout d'abord un petit point, c'est que la loi exige que chaque message envoyé, que ce soit email, fax, SMS et tout ça, il doit contenir obligatoirement un moyen pour se désabonner. Donc déjà, si ce lien n'existe pas, ça veut dire qu'il y a une infraction. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous vous adressez à la CNDP en déposant une plainte. Comment? Très simple. Rentrez dans le site web www.cndp.ma/plainte. Vous aurez un petit formulaire en français et en arabe. Vous le remplissez rapidement. On fait le nécessaire par la suite. Sinon, vous envoyez un email à plainte@cndp.ma. Vous envoyez l'email. On va vous contacter. Juste question de voir est-ce que vous préfériez garder l'anonymat ou non, et par la suite on prend contact avec le responsable de traitement. Si on lui envoie une lettre, on l'informe pour retirer tes coordonnées, vos coordonnées, pardon, au niveau de la base de données, d'exiger le consentement des utilisateurs. On essaye de corriger tout ce qu'il a comme information au traitement au niveau de sa propre base de données, qu'elle la déclare au niveau de la CNDP pour respecter tout ce qui existe au niveau de la loi, les obligations de la loi. S'il ne répond pas, on est obligé, au fait, on essaie de faire un contrôle sur place, sinon on envoie le dossier au procureur du roi et c'est la justice qui va... on a déjà plus de 26 dossiers, on attend juste que la justice dit son mot par rapport à ces dossiers-là. Donc voilà comment ça se passe. N'hésitez pas et sachez, je le répète, quand vous envoyez une plainte, vous déposez une plainte au niveau de la CNDP, peut-être vous êtes en train de résoudre la problématique d'un certain nombre de personnes qui existent au niveau de ces bases de données. Maintenant, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Procureur, ma procureure. Superbe. D'autres questions peut-être avant de clore avec le... Merci de votre intervention. Une question factuelle concernant les statistiques. Sur 2018, il y a un certain nombre de plaintes qui sont déposées. Alors, Mustafa Foued, je suis responsable développement de McDonald's Maroc. Allah yibarak fik. McDonald's Maroc. Alors, on est à l'ère numérique maintenant chez McDonald's avec le McDelivery, etc. Mais je ne voudrais pas faire de la publicité pour nous. Bien, alors, des données factuelles. Sur des statistiques, il y a un certain nombre de dossiers, d'affaires qui ont été retenus, dont la majorité, disons la totalité, ont été résolus durant 2016, 2017 et des années antérieures. Par contre, sur 2018, il y a un gap important. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un problème de délai? Est-ce que c'est un problème de ressources?
sur 2018. Deuxième question rapidement. Vous avez déjà anticipé la réponse à ma question de manière peut-être partielle, peut-être complète. Qui sanctionne? Comment c'est sanctionné quand il y a infraction ou utilisation frauduleuse de données? Qui sanctionne? Comment est sanctionné? Et qui exécute la sanction? Merci beaucoup. Merci, Sipoued, et merci de votre présence. Une autre question qu'on va prendre. Le monsieur avec la bouteille. Alors, moi j'ai une question à poser entre la distinction entre quelle est la limite des renseignements personnels. Moi j'ai cherché par Salat al-Maghrib une pharmacie de garde. Alors j'ai reçu le message de la pharmacie de garde et j'ai été acheter mon médicament et juste après je recevais des messages par le web qui me donnaient des adresses de pharmacie. Donc j'étais surveillé, écouté, je ne sais pas, mais en passant, on est écouté, on est surveillé. Maintenant, nous faisons partie d'une fédération de retraités. Nous avons affaire aux caisses de retraite. Quand on leur pose la question de nous donner la liste des retraités pour pouvoir les regrouper, pour pouvoir les informer, pour pouvoir les aider à défendre leurs intérêts, ils nous disent qu'il y a cette loi de protection. Alors si moi, consommateur, quand je donne mon identité à un commerçant chez qui j'achète une montre et qu'il m'envoie des messages concernant les montres, et lui, il a ce droit de me contacter, et moi, qui tiens ma qualité sur les retraités, de représenter les retraités, je n'ai pas le droit d'avoir leur adresse, et c'est dans ce cadre-là que je voudrais poser la question. Et aussi l'identifiant unique. En matière fiscale, il y a l'identifiant unique. Tout à l'heure, on nous disait que quand il y a une société qui commercialise ou qui on doit vérifier si. Alors l'identifiant unique, il sert à ça. Moi, je consulte, je sais que la personne est identifiée, connue, etc. Je sais qu'il est légal, qu'il est correct. Alors donnons aux gens l'occasion de vérifier les données. Merci de votre contribution. Merci Sidi. Maître, s'il vous plaît. Merci Sidi Mohamed. Bonjour, je me présente tout d'abord. Je suis maître Abdallah Salami, avocat d'affaires au barreau de Casablanca. En même temps, je suis secrétaire général du gouvernement jeunesse du Maroc. Je me permets d'être présent avec vous pour l'importance du thème déjà. Et je sais toujours que lorsque tu es présent, Sidi Mohamed, c'est que tu es présent dans des événements qui sont vraiment cruciaux et que je ne peux pas rater. C'est la petite perche, hein. Alors, je reviens à ma petite intervention en remerciant tout d'abord les intervenants. Salut Sidi Rachid. Et c'est une deuxième chance pour se revoir encore et pour discuter les thèmes concernant la protection de données personnelles. En tant que doctorant, chercheur en droit des données personnelles, je vois l'obligation de faire cette intervention et de soulever la question qui est très importante par rapport à l'utilisation des enfants des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je viens de recevoir une demande d'ajout de la part d'une petite fille d'un ami qui m'est très cher et que je n'ai pas pu vraiment refuser. Je dois l'accepter, c'est parce que je l'aime déjà. Et je vois qu'il a publié ses photos, qu'il a publié des informations qui sont parfois très intimes et qui regardent la maison, la cuisine interne de toute famille. Donc je trouve que c'est déjà aberrant de sa part et qu'il n'a pas eu la bonne information pour comprendre la valeur et la portée du partage d'une telle donnée. La donnée personnelle, c'est un gisement comparable aux matières premières aujourd'hui. La donnée personnelle, c'est le pétrole de l'économie. Aujourd'hui, on ne sait même pas la valeur et la portée d'une telle donnée. Une donnée que nous pouvons partager aujourd'hui peut devenir une arme contre nous demain. Le consommateur d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. La vie d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc tout a changé. C'est pour ça que nous avons instauré, nous avons créé la CNDP. Je reviens pour saluer les efforts de la CNDP, bien sûr, mais je trouve que ces pouvoirs sont quand même réduits, sont limités. Je dis ça bien sûr amicalement, c'est Rachid. Vous savez que nous avons de la jalousie vis-à-vis de la CNDP. Nous avons intérêt à ce que la CNDP soit forte et comme ça, nos données seront encore plus protégées. Je viens
de recevoir une plainte aujourd'hui. Un client qui m'a contacté pour faire une procédure contre une telle société pour avoir violé ses données. Je tiens à signaler que la procédure pour passer via la CNDP et réclamer les droits et la violation des données personnelles est très complexe. Vous savez, le niveau de maturité des consommateurs, des citoyens marocains, c'est un peu difficile de passer par cette voie de la CNDP. Je trouve que ça serait encore plus intéressant si le législateur a donné encore plus d'autorité, plus de pouvoir à la CNDP. Et comme ça, la CNDP peut soulever ou bien porter plainte directement sans avoir cette procédure complexe et puis finalement attendre le consentement s'il est sain et éclairé du consommateur ou pas dans une telle affaire. Parce que lorsque nous revenons sur le consentement, par exemple, de cette fille d'aujourd'hui, vous savez qu'il n'a pas de consentement. Tout acte, tout contrat qui a été contracté, soit via Facebook, soit via un réseau social ou dans une opération, est réputé nul, caduque. Donc il n'a pas de consentement. Aujourd'hui, nous devons revoir cette loi, la loi 0908, et encore donner encore plus de pouvoir à la CNDP pour trouver le juste équilibre entre l'obligation de traiter des données par rapport à des investisseurs, par rapport à des entreprises, et aussi la bonne protection, la protection efficiente et efficace des données personnelles des personnes concernées. Je tiens aussi à dire juste une petite idée par rapport aux amis présents, c'est parce que prenez bien soin de votre téléphone, s'il vous plaît, parce qu'on m'avait demandé un jour de déposer mon téléphone pour des raisons et pour des mesures de sécurité dans une institution bien réputée au Maroc, et j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je me suis basé sur des éléments. J'ai une loi qui me protège, tout d'abord, et j'ai le secret professionnel ici dans mon téléphone. Donc le fait de déposer mon téléphone dans une telle institution, ils peuvent avoir des machines, comme quoi ils peuvent juste mettre le téléphone sur la machine et avoir toute la base de données que vous avez, vos vidéos. Voilà quand même. Mais il faut demander de présenter. Bien sûr, en se connectant par des réseaux Wi-Fi aussi. Même dans des gares, moi j'ai vu ça à Paris, dans des gares où on peut avoir des câbles comme ça, des ports USB, où vous pouvez mettre le port juste pour charger vos téléphones. Le fait de connecter votre portable avec c'est bon, voilà. Ça permet d'avoir l'ensemble de vos données personnelles et peut-être vous ne saurez même pas où partent vos données. Vous savez l'affaire de Facebook, Mark, qui a été interrogé par, je pense, le Congrès américain pour avoir volé, pour avoir traité des données personnelles, notamment dans l'affaire de Trump, lors des élections de Trump, et le profil psychologique et tout son genre de tralala. Donc je m'arrête là et je vous demande... C'est une véritable plaidoirie, maître, vraiment. Voilà, preuve à l'appui. Donc je ne dois pas donner mon portable si on me le demande au consulat. Bien sûr, vous avez tout le droit. J'ai le droit de prendre avec moi. Vous gardez votre portable. Ils ont refusé. Ce sont des mesures... Il y a une loi qui vous protège. Ils vont vous dire que nous avons des circulaires, alors qu'il y a des lois. Et ils ont exigé que je dépose le portable. Ils n'ont pas le droit de le faire, tout simplement. Contactez-moi et comme ça je vous explique. Ouais. Attention, si je vous dis où j'étais, ça m'étonnerait que vous obteniez gain de cause. Hein. Excusez-moi. Mais c'est bon à savoir. La carte nationale, par contre, c'est autre chose. Moi, je me permets de vous donner une petite consultation gratuite. On va revenir chez Rachid. Ça, c'est autre chose. Merci maître, de toutes ces informations. C'est bon. Après, je vous prends en aparté. C'est bon. C'est Rachid rapidement parce que là, on va aller vers... on va exploser. La LIDEC va nous compter triple notre prix la prochaine fois. Les statistiques, monsieur, les statistiques, c'est 2018, novembre. Donc... d'ici fin d'année. Moi, je voulais vous donner un maximum de statistiques officielles, mais je n'ai pas eu le temps de préparer les statistiques jusqu'à 2019. Donc, parfois, des plaintes, ça peut prendre plus de temps, parce que pour nous, une plainte fermée, c'est une plainte fermée réellement, pas juste traitée. Donc, ça peut aller jusqu'à la réponse du tribunal. Mais le plus important, c'est qu'il y a un échange avec le plaignant
s'il nous donne ses coordonnées, les mails, téléphone, on échange toujours avec lui pour lui donner toujours l'information concernant Dernière le réponse, suivi. c'est Rachid. L'identifiant unique entreprise, ça, ce n'est pas une donnée personnelle, donc tout simplement. L'échange, le fait d'échanger avec vous toute la base de données, ils ont raison. Il faut creuser si vous avez une base légale pour recevoir cette base de données. Sinon, il faut penser à d'autres alternatives. Mais je vous donne par la suite la carte pour qu'on puisse... Je dois comprendre encore mieux pour voir est-ce que vous avez droit de recevoir ces données en tant que destinataire ou non. Donc, je préfère laisser ça par la suite. Ce que vous avez dit par rapport à la petite fille, c'est vrai, c'est une grande problématique. C'est pour ça que l'éducation au numérique, il faut qu'on intègre tout ça dans le cursus aussi scolaire. Si peut-être c'est trop tard pour nous, on est un petit peu âgés, mais au moins pour nos enfants, essayons d'instaurer cette culture à leur niveau pour qu'ils soient plus vigilants par la suite. Donc je crois que c'est... Merci, c'est Rachid sur vos applaudissements. Merci, nous passons...